Vous êtes ici donc parce que vous êtes intéressé et motivé par la qualité de l'eau. Et vous êtes peut-être inquiet de ce que vous buvez, de ce que vous comprenez de l'eau, de toutes les informations. Vous êtes perdu entre toutes les informations et désinformations. Et je ne suis pas toujours très tendre avec les médias et j'ai toujours envie d'en rajouter entre M-E et D-I-A un R, parce qu'on nous raconte tellement de bêtises là-dedans, contradictoires plus les unes que les autres, que ça me révolte. Donc moi, je suis révolté pour l'eau et j'ai envie que les choses se fassent de manière correcte et claire. Pourquoi est-ce que l'eau est si importante? Parce que d'abord, dans notre corps, entre la conception et la mort, notre quantité d'eau, notre proportion en eau va changer d'une manière considérable. Selon les organes également, la quantité d'eau n'est pas la même partout. Entre le cerveau et les os, on n'a pas la même densité. Alors ceci, c'est une pyramide suisse, parce qu'en France, les pyramides alimentaires ne donnent pas l'eau, comme si l'eau ne faisait pas partie de l'alimentation. C'est quand même particulier. Plus on s'élève, plus on va vers l'aliment plaisir et inutile et dangereux, plus on est en bas, on est vers le nécessaire. Nous sommes composés à 70% d'eau en poids. Savez-vous que 99% de nos molécules, c'est de l'eau? Avez-vous conscience de ça? Si vous réalisez un instant, quand vous regardez un filament d'ADN, vous voyez un petit spaghetti croisé pour les chromosomes, imaginez que mon doigt est au cœur d'un terrain de football pour donner la section. Tout ce qui est autour de mon doigt, c'est de l'eau. Vous avez imaginé ça à un moment? Donc là, pour montrer que l'eau aussi dans notre corps n'est pas sous forme liquide, mais sous forme de gel. Quand vous avez arraché une croûte qui s'est refaite sur une blessure, c'est pas de l'eau qui en coule, c'est une forme de gel. L'eau dans notre corps est sous forme de gel la plupart du temps. Aucune réaction chimique dans notre corps ne peut avoir lieu sans l'eau. Alors j'aime beaucoup le critère de classement d'Hervé Jansec, qui est un médecin vétérinaire. Il a fait un système de filtration de l'eau qui est concurrent d'une autre. Il est pas mal non plus, mais je rends à César ce qui lui appartient. Alors pour lui, en 10 critères, on peut très bien résumer les choses. Vous allez reconnaître la bioélectronique de Vincent là-dedans, pour ceux qui la connaissent. L'eau doit être pure sans polluant. Ça a l'air évident, mais vous allez voir, c'est pas si facile. Le pH doit être légèrement acide. En général, si on va considérer qu'il doit être entre 6 et 7. L'eau doit être faiblement minéralisée. Quand on a une eau trop minéralisée, on fait des calculs. Il faut compter entre 20 et 120 mg par litre de résidus secs. Donc, Volvic est déjà à 140 mg, elle est hors course. Mais c'est un bon dépannage. C'est moins grave que prendre de l'Évian à 350 ou de l'Épar à 2750 mg. Bref, faites attention. Le taux de carbonate doit être très réduit. C'est ça le problème. Donc, pensez aux eaux pétillantes. Les eaux pétillantes sont des eaux plaisir que vous réserverez à des moments festifs. Il faut boire tiède aussi, pas froid. Boire tiède le plus souvent possible. Commencez également à boire dès le matin, avant de manger. À jeun. Prenez un verre d'eau tiède, vous allez voir, ça va changer tout. Vous allez avoir les yeux qui pleurent pendant un certain temps, vous allez avoir le nez qui coule, les oreilles qui se troublent, ça peut aller jusque-là. C'est impressionnant ce que ça nettoie l'organisme au départ. Ça vous permet également d'aller faire vos fonctions naturelles de manière très rapide et efficace. C'est comme si ça allait tout seul. Beaucoup de gens trouvent une solution à une forme de constipation rien qu'avec ça. Alors je vous dis tout de suite, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin. Je ne fais que rapporter ce que j'ai appris. Quand vous dites tiède, c'est comme elle sort à température ambiante? Oui, mais je dirais tiède, moi, légèrement réchauffée. Ah, donc il faut la faire réchauffer. Oui, oui, ça vaut la peine. Elle ne perd pas de propriétés en chauffant? Pas du tout. Pas du tout. Alors, on va réserver les questions à la fin, à essayer un quart d'heure à la fin. Il paraît qu'il y a 2 micros qui peuvent circuler pour les questions. Il faut boire 30 ml par kilo de poids idéal par jour. Vous imaginez un instant, 70 kg de moyenne, ça va faire un peu moins de 2 litres. Donc, c'est quelque chose que vous essayez d'approcher. Mais attention, ce n'est pas vrai pour tout le monde. Ça va être adapté à votre besoin. Sachez aussi qu'avec l'âge,
moi j'ai 61 ans, je me rends compte que je n'éprouve plus la soif de la même manière. Je me rends compte que je n'éprouve plus la soif comme avant. Donc quand on a soif, c'est trop tard. Il faut boire en fait de manière régulière tout au long de la journée. Je vous signale aussi que si vous buvez pendant votre repas, vous allez noyer votre bol alimentaire et vous allez retarder la digestion et la rendre plus difficile. Donc, on boit de l'eau, mais on mange de la bière, on mange du thé, on mange du café. Ce sont des aliments. Du vin, on le mange. Donc vous pouvez l'accompagner votre repas d'un verre de vin, d'un verre de bière, des choses comme ça, mais pas de l'eau. Évitez l'eau pendant un repas, vous allez noyer votre bol alimentaire. Ça, c'est la médecine ayurvédique, c'est la médecine chinoise qui nous en parle depuis des milliers d'années. Je pense que ces médecins ont un peu plus d'expérience que les nôtres et on peut leur faire confiance. Il ne faut pas oublier de vitaliser et de structurer l'eau. C'est quelque chose qui passe complètement en dehors de notre concept. L'eau qui est dans une bouteille n'a plus aucune propriété. Quand vous allez à la source, vous êtes remboursé par la Sécu pendant une cure. La même eau, quand vous l'achetez en bouteille, essayez de vous faire rembourser, elle est inutilement efficace. Elle ne peut pas être efficace. Elle est morte, elle n'a plus de dynamisation. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est que le prix quotidien doit être raisonnable. L'eau en bouteille coûte 300 fois plus cher en moyenne que l'eau du robinet. On va passer par un petit concept qui est quand même intéressant et qu'on oublie aussi, c'est l'eau virtuelle. Il y a une autre manière de dire, c'est l'impact de l'eau. Est-ce que vous connaissez ce concept? Quand on prend 1 kg de viande de bœuf prête à manger, on a en fait derrière 15 500 litres d'eau qui sont passés à la trappe. On ne les a pas vus. Ils ont servi à tout. Il y a des équivalents eau, évidemment, qu'on va comptabiliser pour le transport, etc. Mais en général, on consomme à peu près 15 500 litres pour 1 kg de viande. Pour 1 kg de céréales, de pain, qui a été cuit, qui est chez vous, transporté, on va avoir 1300 litres d'eau. Donc plus que 10 fois moins. Ça veut dire aussi que manger végétarien coûte beaucoup moins cher pour la planète. Il y a un impact beaucoup moins violent. Savez-vous qu'une tasse de café de 7 centilitres, le petit expresso du bar, il y a 140 litres d'eau derrière. Et une bouteille d'eau du volume d'1 litre, celle-là est en verre, mais une bouteille d'eau en plastique, il y a 18 litres derrière. Tout ça pour vous dire que un osmoseur, auquel on reproche le rejet de l'eau, de 2,5 litres par litre produit, ça fait 3,5 litres quand vous en buvez un, on est quand même 3, 5, 6 fois plus écologique que l'eau en bouteille. Parce que vous ne la trimballez pas, vous l'utilisez chez vous. Donc aucun système n'est parfait. Aucun. Le moins imparfait jusqu'à présent, c'est apparemment l'osmose inverse. Pour faire référence à la qualité de l'hydratation, on peut parler de René Quinton. Ça vous parle? Je crois qu'ici on est en milieu informé. Victor Schauberger, c'est peut-être plus difficile. Certains d'entre vous doivent savoir de qui il s'agit. Louis-Claude Vincent, avec la bière électronique, je crois qu'ici on n'a rien à cacher. Feridun Batman-Galic, ça m'étonnerait que vous le connaissiez, mais on va en parler un peu. Bon, vous connaissez Luc Montagnier, mais vous connaissez peut-être moins Jacques Delveniste. Alors, pour faire court, René Quinton a fait une expérience dans les années 1900 qui consistait à retirer 400 ml de sang à un chien de taille plutôt moyenne, c'est-à-dire le condamner à mort. Il a remplacé ce sang par son sérum, qui est fait à base d'eau de mer, puisée à 30 mètres sous la mer, coupée d'eau de source, je crois que c'est 3 fois le volume, et 5 jours après, le chien ne présentait plus aucun symptôme. On a transfusé des centaines de milliers de gens jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On fait encore aujourd'hui de l'hydrotomie percutanée, pour ceux qui connaissent, qui permet de soulager extraordinairement 99% des maux de dos. Donc ça vaut la peine, renseignez-vous. René Quinton donc montre que l'eau de mer contient tous les éléments biodisponibles compatibles avec l'organisme humain. On a arrêté de faire des transfusions
avec ça, parce que ça ne rapporte rien, évidemment. Victor Schauberger, c'est un garde forestier. Un garde forestier est un observateur de la nature. Donc, dans les années 30, il a réalisé que quand on est en haut d'une cascade et en bas d'une cascade, qu'on voit les mêmes plantes en haut et en bas, il y a une différence. En haut, les feuilles sont plus petites, les fruits moins gros. En bas, la précocité de la production est évidente, la taille des fruits est vraiment incroyable, il y a moins de maladies. Quelle est la différence? On est dans la même brumisation, on est dans le même arrosage des racines par le lit de la rivière. C'est la différence de hauteur, donc le mouvement de l'eau, le tourbillon. Et il a constaté que partout, quand on avait du mouvement dans l'eau, l'eau se dépolluait en partie, reprenait de la vie, elle se dynamise, elle se restructure. D'où l'indispensable dynamisation de l'eau. Quand on a la chance d'avoir une source, on a une eau dynamisée. Donc les travaux de Victor Schauberger font référence mondialement aujourd'hui. Alors Louis-Claude Vincent est un ingénieur hydrologue à la base de ce qu'on appelle la bioélectronique. Une association continue son travail. Elle est un peu vieillissante, l'association, elle manque un peu de punch, parce qu'on préfère des médicaments tout faits. Se prendre en charge est une chose compliquée. Je crois que si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes responsable de votre santé. Moi, je suis responsable de l'eau que je bois, et j'espère que vous serez responsable de l'eau que vous buvez, en prenant un bon choix. L'eau idéale, selon les critères de la bioélectronique, sont donc de 5,7 à 6,9 en pH. Pour une consommation quotidienne, hein, perpétuelle. Le RH2, pour ceux qui connaissent des notions de chimie, c'est le potentiel redox, il doit être compris entre 25 et 28. La minéralité entre 20 et 100, 120 mg par litre maximum. Et la résistivité la plus proche possible de 40 000. Alors l'originelle, qui est produite par une machine à osmose inverse, reminéralisée, elle est en eau parfaite selon les critères de la bioélectronique. C'est pas moi qui le dis, c'est l'analyse. Et donc elle est à 28 000 ohms, elle est à 6,4 en moyenne, et sa minéralité est de 26 à 30 mg par litre de résidu sec selon l'eau de départ. Des exemples d'eau en bouteille, pour vous dépanner, les plus fréquentes qu'on peut trouver. En France, Montcalm, Rosée de la Reine, Montroucourt. Faites attention à la source où vous demandez, quand vous avez une marque. Les mêmes marques ont parfois plusieurs sources. Donc, cristalline est en général une eau absolument à réprimer, à éviter, sauf la source de Mezzarel, qui est à 28 mg par litre de résidu sec, et qui est dans les corps de la bioélectronique. Bon, le problème, c'est l'emballage, hein, c'est une autre histoire. Donc Volcania, même chose, c'est la source Lamonti, pas une autre. En Belgique, vous avez Sparen, qui est une eau qu'on a pu inventer. Le problème, c'est la bouteille, encore une fois. Pour permettre à tout le monde de voir. Faridun Matmangelic est un médecin iranien qui a eu le tort d'appartenir à une famille proche de celle du Shah, et il a été jeté en prison, condamné à mort. Il faisait des hôpitaux pour les enfants handicapés, pour des orphelins, et bon, bref, on l'a condamné parce qu'il appartenait à la famille, ou à peu près, du Shah. On lui donne un petit bouquin qu'il a pu publier quand il est sorti de prison, qu'il a pu aller aux États-Unis. Et ce petit bouquin s'appelle « Votre corps réclame de l'eau ». Vous le trouverez chez Jouvence, ça coûte 14,90 € et c'est édifiant. Pourquoi est-ce qu'il doit sa vie et pourquoi il a été sauvé? Pourquoi il n'a pas été exécuté? Parce qu'il a sorti de maladies dégénératives, inflammatoires, problèmes chroniques, ses geôliers et ses codétenus, en leur faisant boire l'eau croupie de la prison. Eh bien, c'est bien la preuve qu'il vaut mieux boire. Même si elle n'est pas bonne, il vaut mieux boire. Parce que se passer de boire, c'est se mettre en péril. C'est une catastrophe de ne pas boire. La déshydratation est la mère de quasiment toutes les maladies, selon Faridun Matmangelic. La carence en eau se manifeste d'abord par des maux de tête, des douleurs articulaires, la fatigue, puis ça peut être des maladies inflammatoires et des maladies dégénératives. Moi, je pense à mon papa, qui est mort il y a 1 an, et ben, j'ai bien vu qu'il ne buvait plus, et qu'il n'en sortait pas, et que c'est vraiment ça qui était le début de la fin pour lui.
Alors, Jacques Benveniste, c'est un bonhomme formidable, mais qui avait un caractère de cochon, et qui avait trouvé des choses extraordinaires au niveau de l'eau, de la qualité de l'eau, de ses qualités de mémoire. C'est-à-dire qu'on a parlé de mémoire d'eau, et il ne fallait pas le faire à l'époque, parce que vraiment les gens n'étaient pas prêts à entendre ça. En quelque sorte, il a prouvé l'homéopathie. Quand vous diluez quelque chose dans l'eau, que vous le diluez 100 fois, que vous recommencez l'opération avec le résultat une dizaine de fois à la suite, vous êtes bien d'accord avec moi qu'il n'y a plus une seule molécule du produit initial. Pourquoi est-ce que ça fonctionne, l'information? Alors, les détracteurs de l'homéopathie vont dire, oui, ben, c'est effet placebo. Ben, un cheval, est-ce qu'on peut y faire des effets placebo? Une plante, on peut faire de l'effet placebo? Bizarre, hein? L'homéopathie s'adapte aux plantes, elle s'adapte à l'animal, donc à l'homme. Voilà. Alors, on a retrouvé la mémoire de l'eau, c'est un petit documentaire d'1h30 dans lequel intervient aussi Marc-Henri, justement. Vous le trouverez sur YouTube. Alors, c'est pas sympa de mettre YouTube, mais parce qu'il y a une chaîne qui est à l'origine de ça, mais je n'ai pas retrouvé le nom de la chaîne qui avait fait la publication, donc vous me pardonnerez de ne pas vous citer la source exacte, mais vous trouverez ce documentaire sur YouTube. Quelle est la qualité de l'eau que nous consommons? Est-ce qu'elle est réellement propre à notre consommation? Classiquement, on a l'eau du robinet, les eaux en bouteille, l'eau filtrée, et puis les forages, la pluie ou l'eau de pluie. Est-ce qu'elle est vraiment potable? Alors, est-ce que vous connaissez Claude Danglot? On vous dit quelque chose? Non. Alors, il a dirigé les services de la qualité de l'eau de la ville de Paris pendant très longtemps. Et avant qu'il soit à la retraite, ben, il était tenu à un devoir de réserve. À la retraite, ben, il ne s'est pas privé de dire que dans le fond, on se rend compte qu'on a entre 1000 et 10 000 produits divers à la fois dans l'eau qu'on boit, qu'elle soit en bouteille ou au robinet. Donc, on ne tient pas compte des micropolluants. Donc, pour Claude Danglot, l'eau qu'on boit est exceptionnellement potable. En France, on emploie ce qu'on appelle la législation des EDCH, les eaux destinées à la consommation humaine. Ici, vous avez la définition légale. Vous comprenez ce que ça veut dire, c'est l'eau qui va être utilisée en industrie, partout, tout ce qui va concerner l'alimentation humaine. Donc pour les eaux de source, etc. Cette façon de faire nous cantonne dans l'analyse d'une quarantaine de produits. Et là, vous voyez les limites inférieures admises. Le problème, c'est Yann Oliveau, le CRIO, qui est un centre d'alerte sur la qualité de l'eau, CRIO fondé par justement Richard Haas, Yann Oliveau et Marc-Henri. C'est la limite de lecture des appareils. Ce qui est en dessous, je vais faire des verres, on s'en fout. C'est pourtant bien présent. Et vous avez remarqué, on ne parle pas encore des médicaments dans l'eau, des hormones, des résidus de pesticides, des perturbateurs endocriniens. Des journalistes ont fait un bon travail d'investigation et je vais vous laisser quelques minutes en présence d'un travail qui a été bien fait, qui date de 2010. Et ça a beau dater de 2010, c'est toujours d'actualité parce que rien n'a changé. La deuxième partie, vous allez voir 3 minutes qui sont le début de l'émission du poison dans l'eau du robinet. Y a-t-il du poison dans l'eau du robinet? C'était envoyé spécial, je pense, à l'époque. Et la deuxième émission, c'est Capital Terre, quelle eau buvons-nous vraiment? C'était M6 qui avait fait ça en 2013. Ces émissions sont toujours sur YouTube, encore une fois. Et là, vous allez voir les problèmes comme on les voit, et une solution à l'échelle de Los Angeles. Restez bien, merci. Vous allez comprendre des choses. Huit Français sur 10 ont confiance dans l'eau du robinet. Pendant 8 mois, nous avons parcouru la France pour savoir s'ils peuvent la boire sans danger. Officiellement, tout citoyen a droit à une eau potable sans risque pour sa santé. Officiellement seulement. Car dans de nombreuses communes, l'eau est contaminée.
Partout en France, les distributeurs ajoutent de l'aluminium dans l'eau pour la rendre plus limpide. Parfois, en trop grande quantité. Maxi 2320 ? Je me rends compte que la santé de ces gens-là est en danger. C'est incroyable. Vous avez envie, vous, d'avoir une maladie d'Alzheimer ? Mais pas moi. L'aluminium favoriserait la maladie d'Alzheimer. Près de 3 millions de Français ont bu au moins une fois de l'eau non conforme à l'aluminium. En Charente, à Eure-et-Loir ou en Seine-et-Marne, la population boit une eau interdite pour les femmes enceintes ou les jeunes enfants. On ne peut pas décemment continuer à ouvrir le robinet et avoir la pourriture qui nous sort des robinets. Il y a quelque chose qui est tout à fait intolérable. En 2008, 5 millions de Français ont consommé au moins une fois de l'eau non conforme en pesticides, malgré les risques de cancer. Dans d'autres régions, c'est le radon, un gaz hautement radioactif qui se diffuse dans l'eau du robinet. Il y a 250 familles, j'ai vu ça dans le site. 250 familles, j'ai fait dans le site, j'ai jamais vu ça, nulle part. Les citoyens et les élus boivent une eau chargée en radon sans en être informés. Un simple filtre à charbon suffit. Le radon, en tout cas, qui nous ont été communiqués, et on n'est absolument pas au courant de ces résultats. Le radon est cancérigène, mais la France ne mesure pas sa présence dans l'eau. Une nouvelle menace vient aussi d'être identifiée. Sans le savoir, les Français boivent une eau qui contient des médicaments. En Normandie, dans le centre, en Charente, à Île-de-France ou en Auvergne, nous avons recueilli les preuves de ces pollutions. Nous les avons présentées aux compagnies de l'eau. Enfin, c'est des trucs, ça ne doit pas sortir de la maison, ça, c'est pas les documents publics, hein, ce truc-là, là. Et vous avez quelqu'un d'interne qui vous a donné ça, c'est pas des documents, voilà, d'ailleurs c'est un document interne. Nous avons aussi interpellé l'État, censé protéger notre santé. Est-ce qu'on peut couper l'émission? On coupe l'émission, voilà, c'est tout. 40 millions de Français boivent régulièrement l'eau de leur robinet. Plongés à l'eau trouble dans ce produit alimentaire et ses poisons cachés. Mais il y a surtout une nouvelle pollution qui pour l'instant échappe au radar et elle nous concerne tous. Dans notre eau si vitale pour nous, on retrouve des traces de médicaments. Comment expliquer la présence de telles substances? C'est la piste que nous voulons remonter. Tout commence par un geste quotidien. Et le meilleur endroit pour le voir, c'est l'hôpital. Bonjour. Chaque matin, dans chaque chambre, Alors, je vous apporte le Dafalgan en codéine. les patients ingurgitent leur dose. C'est bien sûr dans les hôpitaux et cliniques que l'on distribue beaucoup de médicaments, mais ils ne représentent que 15% de notre consommation totale. La plus grande partie est avalée par chacun d'entre nous à la maison. Soyons clairs, nous sommes tous à l'origine de cette pollution. Les Français sont même les premiers consommateurs en Europe. Nous absorbons en moyenne 48 boîtes de comprimés par an et par personne. Côté pile, ces médicaments sont censés nous guérir. Mais il y a un côté face. Quand nous les ingérons, notre corps en évacue une partie, par les voies naturelles, lorsque nous allons aux toilettes. Ces eaux usées, chargées de résidus médicamenteux, vont alors se retrouver dans un circuit insoupçonné, entraînant sur leur passage des réactions en chaîne que personne n'avait prévues. Et c'est au cœur même de la nature, dans les rivières, que les premiers effets sont constatés par de drôles de pêcheurs. C'est bon? Oui. On peut commencer à 60. Comment ça, 60? Sinon tu montes dans... Ce sont des scientifiques de l'INERIS, un grand centre de recherche public. L'objet de leur étude, les poissons qui vivent dans les eaux où l'on a trouvé une forte concentration de résidus médicamenteux. Ah, tu l'as? Pour eux, le seul moyen de vérifier si les poissons sont impactés, c'est de les attraper et de les disséquer. Grâce à leur petit laboratoire ambulant, ils prélèvent les organes des poissons tout juste sortis de leur milieu naturel.
Sur les organes sexuels, on va essentiellement rechercher un phénomène qu'on appelle l'intersexualité, qui est l'apparition dans les organes sexuels d'un poisson d'un sexe donné, de cellules qui appartiennent à l'autre sexe. En cause, les perturbateurs endocriniens, comme par exemple l'hormone de la pilule contraceptive, qui modifie le fonctionnement normal de l'organisme. De retour au laboratoire, Wilfried Sanchez peut mieux l'observer. Il a déjà pêché de nombreux poissons. Voilà normalement ce qu'il devrait observer. Au microscope, chez les mâles, le tissu de testicule est très dense, uniforme. Chez les femelles, le tissu d'ovaire est rempli de cercles mauves. Ce sont des ovocytes, de petits œufs. Mais lorsque le poisson a été exposé à une pollution de l'eau, les choses ne sont plus si claires. Sur cette image-là, on a un autre cas de figure de poisson intersexué, avec une intersexualité sévère, avec sur la partie haute du testicule, donc de l'organe reproducteur mâle, et sur la partie basse de la coupe, des ovocytes, donc des œufs, qui sont caractéristiques des ovaires, donc les organes reproducteurs femelles. Donc on est vraiment sur le même organe reproducteur avec la cohabitation de ces deux types cellulaires, mâles et femelles. Des poissons devenus transsexuels. Ce phénomène a été observé dans tous les cours d'eau du monde. Il est le signe manifeste d'une pollution des eaux aux médicaments qui menace la reproduction des espèces. Et pourtant, toute cette pollution n'aurait jamais dû se retrouver dans les rivières. Souvenez-vous du circuit de l'eau. Elle est puisée dans la nature, puis rendue potable avant d'arriver chez nous. Une fois utilisée, nos eaux sales, issues notamment des toilettes, sont évacuées. Mais avant d'être rejetées dans les rivières, ces eaux chargées entre autres de nos médicaments seront traitées. Ce sont des stations d'épuration qui vont les filtrer. Il existe donc, en principe, une barrière pour retenir les substances toxiques. Sauf qu'en pratique, manifestement, ça ne marche pas. Nous voulons comprendre ce qui cloche. Pour cela, nous avons voulu tester le vrai pouvoir filtrant d'une station d'épuration, celle de Rouen par exemple. Nous nous y sommes procurés 2 échantillons d'eau. L'un en entrée de station, là où toutes les eaux usées se rejoignent. L'autre en sortie, une fois que l'eau est nettoyée et va être rejetée dans la rivière. Nous décidons de soumettre ces 2 échantillons à des experts d'un laboratoire indépendant. Objectif, vérifier la présence des 20 molécules médicamenteuses les plus utilisées en France dans l'eau prélevée. Et surtout, savoir si la station d'épuration les retient avant de rejeter l'eau. Bonjour Renaud. Bonjour, ça va ? Alors c'est parlant, c'est concluant, ces analyses, ça donne quoi ? Écoutez, je vais vous montrer les résultats. On obtient des choses assez intéressantes. Pour l'équipe d'Alain Franco, les résultats sont sans appel. Les résidus médicamenteux qui rentrent dans la station, en sortie, sont retrouvés. Ils ne sont pas éliminés. Par exemple, le trimétoprime, on a une quantité équivalente en entrée de station, en sortie de station. Ça veut dire qu'en fait, la station n'a pas du tout éliminé ce composé. C'est en 0,327 et 0,287. C'est quoi le trimétoprime ? Le trimétoprime, c'est un antibiotique. On a éventuellement le diclofénac aussi, qui est un anti-inflammatoire très utilisé, qui lui aussi est présent en quantité assez importante et qui passe à travers la station d'épuration. 10 molécules sur 20 sont retrouvées en sortie de station d'épuration. Ça fait un peu peur, non ? Ça fait beaucoup de molécules, je ne pensais pas qu'on en retrouverait autant. Ce rapport d'analyse, nous sommes allés le montrer à ceux qui gèrent l'eau de l'agglomération rouennaise. Bonjour. Ils nous reçoivent dans cette station d'épuration prévue pour traiter les eaux usées de 800 000 personnes. Alors, on a fait nos analyses et on s'aperçoit quand même que des analyses inédites pour ce responsable, sa station n'en fait jamais de ce genre et pour cause. 1,38 microgrammes, 0,985. Donc il y a un abattement quand même dans le cadre du traitement. Mais il en reste quand même beaucoup. Il en reste déjà. On est en microgrammes. En microgrammes. Bon, c'est normal, puisque le process de la station d'épuration, tel qu'il a été conçu et réalisé à l'époque, ne prévoyait pas de traiter ce type de résidus. Ça veut dire que votre station d'épuration n'est pas équipée pour, elle ne sait pas lutter contre ces résidus médicamenteux? Aujourd'hui, non. Non, elle n'a pas été conçue pour, et comme la majorité, c'est pas spécifique à Rouen. D'ailleurs, c'est pour toutes les stations, la majorité des stations d'épuration en France. Pas d'obligation, pas d'équipement,
et aucune norme établie pour limiter la présence de médicaments dans l'eau. Ainsi, les 19 000 stations d'épuration en France peuvent continuer de rejeter chaque jour, en toute légalité, tous ces résidus dans la nature. En 2011, l'Agence nationale de sécurité sanitaire a réalisé des prélèvements un peu partout sur le territoire. Une fois sur 4, l'eau potable contient à petite dose toutes sortes de médicaments, des antibiotiques humains ou vétérinaires, des anti-inflammatoires ou même des anticancéreux. Un problème pris au sérieux au niveau international, car l'Organisation mondiale de la santé a également détecté dans l'eau potable de plusieurs autres grands pays, Royaume-Uni, États-Unis, Australie, la présence de tels médicaments. Alors que sait-on de leur effet sur la santé humaine? À de très faibles doses, chaque résidu pris séparément est peut-être inoffensif. Mais qu'en est-il de plusieurs médicaments mélangés entre eux? À Toulouse, dans les laboratoires de recherche de l'université, c'est justement ce qu'étudie Annie Leskovitch. Elle travaille sur ce qui reste encore un mystère pour les scientifiques, ce qu'on appelle l'effet cocktail. De voir les résultats sont assez intéressants. Ce qui justement intéresse cette toxicologue, c'est l'effet d'un mélange de 3 médicaments anticancéreux, l'un des cocktails les plus rejetés dans les eaux par les hôpitaux. Et leur effet est déjà perceptible. On a un effet Voilà, on a un effet dose. Hein. Ça c'est clair qu'on a un effet dose. Les cassures de l'ADN. Pour ses recherches, elle a comparé 2 types de cellules humaines. Les unes à l'état normal, les autres exposées à ce cocktail de médicaments. Grossies au microscope, voilà à quoi ressemblent des cellules présentes dans le corps humain. Elles sont bien rondes. Mais si l'on met ces cellules en contact avec une eau contenant le cocktail des 3 anticancéreux, un étrange phénomène se produit. Et ce qu'on voit apparaître, c'est qu'il y a des cellules qui commencent à être anormales, c'est-à-dire ici, vous voyez, elles ne sont plus rondes, elles ont ce qu'on appelle une comète. Et en fait, ça matérialise la coupure de l'ADN en plusieurs bouts, et donc on a fait un grossissement. Et donc là, vous voyez bien pourquoi ça s'appelle une comète, puisque vous avez des milliers de petits bouts partout. On n'a presque plus d'ADN normal. Ces tests prouvent qu'au contact d'une eau contenant un cocktail de médicaments, l'organisme humain est modifié. À long terme, selon le professeur Leskovitch, le risque serait de développer des maladies telles que le cancer si nous buvions une telle eau. Mais ce n'est pas le cas. Celle que nous buvons au robinet contient des doses bien plus infimes dont l'effet cocktail reste à déterminer. Cela dit, le ministère de la Santé prend la question au sérieux. Il a commandé des études pour évaluer les risques sur notre santé. Les premiers résultats seront connus d'ici 2 ans. On les attend toujours. Nous retrouvons l'alchimiste des lieux. Comment allez-vous? Ça va et vous? Il s'appelle Mehul Pathak. Los Angeles. Cet ingénieur est au cœur de cette révolution qui a vu le jour ici il y a 4 ans et qui permet de transformer des excréments en eau potable. Les eaux usées sont d'abord déversées dans ces grandes fosses où elles vont passer par une série de filtres ultra puissants. Mais à ce stade, l'eau reste encore impropre à boire. Il manque une étape essentielle et elle se déroule dans ce bâtiment, le cœur du système. Dans cette cathédrale high-tech, des centaines de tuyaux, comme de grandes orgues, à travers lesquels toute l'eau sale va être projetée. Vous avez combien de tuyaux ici? Ici, on a un total de 2250 tuyaux. Et chacun d'entre eux contient un système d'osmose inversée. L'osmose inversée, le nom savant d'un véritable exploit. À l'intérieur de ces tuyaux, des filtres ultra fins retiennent les virus, bactéries et autres résidus médicamenteux pour ne laisser passer que des gouttes d'eau totalement pures. Et voilà à quoi ressemble l'eau après être passée par ce traitement. Elle est si pure que vous pouvez la boire directement. C'est là, je peux la boire, là. Mais oui. Peut-être vous d'abord, si vous voulez. Extraordinaire.
Par ce circuit d'une douzaine d'heures à peine, une eau immonde issue des toilettes et des égouts le matin redevient une eau pure le soir même. C'est la même eau que j'ai vue ce matin, avec toutes les boues. Oui, mais avec les polluants en moins. Cette eau, elle est pure, on dirait même de l'eau distillée, car tous les éléments organiques et minéraux ont été retirés. Elle est même si pure qu'on doit rajouter des sels minéraux pour la rendre potable. Alors malheureusement, les sels minéraux rajoutés, ben, c'est de la chaux et du chlore. Hein, donc on la fout en l'air. Pardon, on l'a bien traité, on a fait ce qu'il fallait et puis on la fout en l'air. Voilà. Bon. Mais le principe de base, vous le verrez sur Sydney, Singapour, d'autres capitales qui n'ont pas le choix. Los Angeles, c'est parce qu'ils n'ont plus d'eau, hein, il n'y a plus rien. Las Vegas est sur le chemin avec tous les gaspilles. Voilà. Bref. Alors, je vais faire un petit tour par un test qui a été développé par Yann Olivo. Je vous dis tout de suite, je ne maîtrise pas ce test, mais ce que je constate, c'est que Yann Olivo a fait quelque chose d'exceptionnel. On analyse toujours l'eau selon des critères qui sont purement externes, physiques. On ne fait pas d'analyse sur du vivant, jamais. Jamais sur une culture de bactéries dont on connaît parfaitement le comportement. Ce que j'ai pu comprendre, c'est que quand on dynamise l'eau, après l'avoir purifiée, on peut changer le comportement des bactéries, etc. Ce texte s'appelle Microtoxo. Donc c'est Yann Olivo qui l'a mis au point. C'est Bernard Berthet, qui est un microbiologiste qui se trouve à côté de Bonneville, en Savoie, qui a fait des analyses et qui est absolument rigoureux à ce sujet. Et il s'est rendu compte qu'avec plusieurs systèmes de purification de l'eau, si on dynamise l'eau, on obtient des résultats absolument fabuleux. Donc c'est aussi montrer que l'eau, ben, on ne peut pas la traiter n'importe comment. La purifier est absolument indispensable. Donc pour ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'on inclut d'abord une démarche d'évaluation avec des bactéries, avec du vivant. On va également voir si l'eau est biocompatible. On a fait des analyses récentes avec des eaux de ville dans lesquelles il y a le chlore. Ben, le chlore est désinformant, c'est une catastrophe. Et avec le système bactérien, eh bien, on a une prolifération de certaines bactéries qui est incontrôlée. Donc ça peut se voir. Ces choses n'ont jamais été faites avant. Vous imaginez un instant qu'il s'est battu pendant plus de 10 ans pour trouver quelqu'un qui veuille bien faire ce test parce que ce n'est pas dans les normes. Donc le test consiste à cultiver des bactéries pathogènes et biogènes, hein, les bonnes et les mauvaises, sur un milieu de culture avec différentes qualités d'eau. Et en deux, on a de l'eau, nos témoins, contre l'eau à tester, et on compare le nombre de colonies bactériennes présentes dans les deux lots. Et avec Originel, il avait fait avec Originel, il a fait avec d'autres marques, on constate qu'on a une inhibition significative de croissance bactérienne dans l'eau osmosée, et celle-ci est traitée d'ensemble, donc on a plus 20% d'inhibition avec une deuxième concentration. Bon, là, je vous dis tout de suite, je ne maîtrise pas. Si vous voulez plus de renseignements, c'est Yann Olivo que vous devez rencontrer. Si vous voulez son numéro de téléphone, je vous le donne, ou son adresse internet, il n'y a aucun problème. C'est quelqu'un de très pointu, de très généreux dans ses explications et de très accessible. Alors, je suis désolé, c'était déjà pas très agréable au départ, mais on va continuer dans le genre. Vous êtes toujours bien assis. Vous avez vu que les compagnies des eaux nous disent c'est un document interne, ça aurait dû rester. Donc je sais très bien ce que je vous donne, mais je ne peux pas vous le dire, sinon je vais vous rendre malade. Mais en fait, je vous rends malade, mais je m'en fous. Hein? Bref. On arrête également l'émission parce qu'on ne peut pas dire officiellement tout ce qu'on veut. Donc voilà, aussi, même chose. Et moi, j'aime beaucoup cette petite affiche très percutante. C'est publié dans Le Monde en janvier 2013. Il faut savoir pour la petite histoire qu'en septembre 2012, on a relevé le seuil de potabilité de l'eau de 20% en moyenne pour les produits. En janvier 2013, il y avait déjà 330 communes, donc vous voyez la concentration ici sur la carte, où on a rendu l'eau potable en mettant une signature au bas d'un papier. Ça s'appelle une dérogation. J'adore.
Ça, c'est en 2011. Je ne suis pas parvenu à trouver une carte actualisée, en 2017. Je sais que depuis lors, on a trouvé que toutes les eaux souterraines et les eaux de surface sont polluées en grande partie, 80% du territoire, par l'atrazine, qui est un produit interdit depuis plus de 20 ans. Ce qui montre, l'atrazine, ce qui montre que quand même, on a un souci. Cette eau, elle est recyclée en permanence. On vous dit que l'eau est purifiée par son passage et son repassage dans les roches volcaniques à travers les années, etc., etc. On rigole. On se moque de nous. Parce qu'on trouve jusqu'à 24 000 produits aussi aujourd'hui dans une eau en bouteille aux États-Unis. Vous imaginez une liste de 24 000 produits différents présents dans l'eau en bouteille qu'on distribue dans un supermarché. Et donc, ces produits, tous séparés, ben, on peut les énumérer. Mais quelle est la synergie des produits entre eux? Vous avez vu le désordre que ça fait d'avoir des produits entre eux, des médicaments, qui induisent une désorganisation de l'ADN, avec le travail d'Annie Leskovic, c'est affolant. Donc, on a des perturbateurs endocriniens aussi. Vous connaissez les perturbateurs endocriniens? Votre petite bouteille en plastique, c'est là où je vais vous affoler. Ça, c'est dur. C'est un plastique induit tout seul. Il n'y a pas de produits toxiques dedans. C'est vérifié. C'est pour ça qu'on donne des gobelets réutilisables. Soit dit en passant, vous avez un gobelet chacun. Buvez à volonté, au stand originel. Vous ne gênez pas. Et le problème, c'est le plastique. Si la bouteille n'avait pas de perturbateur endocrinien, elle serait comme un petit sac. Donc elle serait inutilisable. C'est pour ça que certains commencent à vendre des sacs d'eau. Parce que là, il n'y a plus de perturbateur endocrinien. Dans les eaux souterraines, vous voyez, là, ce sont des analyses où on n'a pas les données en 2011. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de données à actualiser. Pour montrer à quel point les choses commencent à être un peu catastrophiques. Bref. Donc quelle est la qualité de l'eau du robinet? Vous avez pu voir avec délectation qu'on y trouve au moins des nitrates et des pesticides, des métaux lourds, des médicaments, des hormones, du chlore et ses dérivés. Alors, les trialométhanes. Qui sait ce que c'est que les trialométhanes? J'adore poser cette question. Parce qu'il ne faut pas demander à quel point nous sommes désinformés. L'OMS a déclaré il y a 35 ans que les trialométhanes sont cancérigènes, hautement cancérigènes. Quand on a du chlore dans l'eau, on a donc des bactéries tuées par le chlore. Vous êtes bien d'accord? On aura les résidus de ces bactéries. Et donc on a aussi ce que le chlore peut faire en s'agglomérant avec ces résidus de bactéries ou des micro-organismes tués par ce même chlore. Ça s'appelle les trialométhanes. Mais vous allez voir dans une analyse, vous allez toujours trouver que c'est en dessous d'une certaine norme. C'est bizarre, hein? Donc, si on boit du chlore, ben on boit des trialométhanes. Il y a de l'aluminium dans l'eau de plusieurs communes, je dirais 70% du territoire. On continue, on s'obstine. Vous avez entendu déjà la cabale, l'indignation soulevée par l'obligation vaccinale de 11 vaccins, tous avec des adjuvants aluminisés. On a montré que l'aluminium est en grande partie responsable de la maladie d'Alzheimer et autres désordres. Paris filtre son eau en y ajoutant de l'oxyde de fer. C'est pas compliqué, c'est jouable. On peut aussi rendre l'eau moins turbide en mettant de l'oxyde de fer plutôt que de l'aluminium. C'est jouable. Paris le fait bien, donc d'autres villes peuvent le faire. La radioactivité aussi. Un simple filtre à charbon suffit. On n'informe même pas les gens qui boivent de l'eau dans laquelle il y a du radon. Or, la Bretagne est concernée, tous les endroits où on a des roches très dures. Le Massif central est concerné, il y a des zones du sud de la France aussi, en Lozère, etc., qui sont concernées. En fait, il y a à peu près 20% du territoire qui est concerné. Un simple filtre à charbon, changé tous les 6 mois, suffit à ne pas avoir de radon dans l'eau de son robinet. Pas compliqué. Il y a déjà une quarantaine d'années, on a montré que quand on donnait du mercure à 100 rats, un seul passait de vie à trépas. Quand on donne du plomb à 1000 rats, un seul disparaît. Et quand on donne les 2 molécules, ben on n'a pas un seul survivant. C'est ça qu'on appelle
la synergie des polluants, l'effet cocktail. Et on dit qu'on vient de découvrir ça. La pollution médicamenteuse de l'eau, vous voyez, on vient de découvrir en 2010. Ben non. Déjà dans les années 90, Hélène Budzinski avait montré le cycle de l'eau. Quand madame prend sa pilule, ben, il y a 30% de la pilule qui va être utile, le reste va partir. Et donc va se retrouver dans l'eau des toilettes. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la méthode avec laquelle on prépare l'eau qui va être distribuée dans vos communes, dans votre robinet? Jamais. Il n'y a aucune transparence sur le traitement de l'eau qu'on vous donne. Donc en fait, on n'arrive pas à filtrer ces choses, parce qu'on trouve des poissons dans l'eau du robinet. On recycle les bouts toxiques en engrais, on composte depuis une dizaine d'années, mais on concentre en métaux lourds, de manière perpétuelle, et on continue. Donc il y a des champs qui sont devenus incultivables parce qu'on y a étendu les résidus des stations d'épuration. Or, les stations d'épuration phytoplantées, ça marche. J'en ai visité une au Danemark, il n'y a aucune odeur. Il suffit de faucarder, c'est-à-dire de faucher les plantes qui poussent et dont les racines détruisent les molécules et les rendent tout à fait compatibles avec l'environnement. Qu'est-ce qui se passe quand on cuisine avec l'eau du robinet? Parce qu'on ne fait pas que boire. Donc vous achetez ici, j'en suis certain, vous mangez quasiment tous bio, vous avez compris l'intérêt de le faire, vous achetez de proximité, faire plaisir à votre marchand local, vous essayez d'avoir une AMAP, vous faites bien attention à ce que vous mangez, vous êtes responsable de votre santé. Donc vous ajoutez en conscience des pesticides, des fongicides, des résidus médicamenteux, de l'aluminium, des hormones, des composés organochlorés, des nitrates, des phosphates, des trélométhanes, des perturbateurs endocriniens et que sais-je encore. Est-ce que tout ça est bien raisonnable? Alors l'eau en bouteille, on en parlait. Franck Lepage est un humoriste, aussi un enseignant intéressant, des conférences gesticulées. Je vous conseille de regarder des vidéos de Franck Lepage, c'est édifiant. Il parle de l'eau en bouteille. Je ne vais pas vous imposer 3 minutes en plus, mais visiter une usine de bouteilles de plastique, pardon, c'est visiter une usine de plastique. Voilà, c'est ce qu'il explique. En fait, imaginez un instant que quand vous avez une petite cartouche qui est grosse comme mon doigt, creuse, on chauffe l'air qui va leur permettre de la gonfler, et on la refroidit en la remplissant de l'eau qu'elle va contenir. Donc on mélange intimement les composants au moment où on le fait. C'est aberrant. Qu'est-ce qui est écrit sur les bouteilles en plastique? À conserver à l'abri du soleil ou de la lumière, dans un local sec, propre et sans odeur. Et ici, donc, moi c'est ce que je connais par cœur, je lis sur cette bouteille qui est tout à fait commune, ici, eau minérale naturelle des Alpes, marque repère, je ne sais pas chez qui fait ça, dans un endroit propre, frais, sec et sans odeur. Voilà, sans odeur. Sans odeur, ça veut dire quoi? Mais c'est poreux à l'air. Le plastique est poreux à l'air. L'eau ne passe pas parce que la molécule ne passe pas, mais l'air passe. Donc l'air, donc les odeurs. Est-ce que c'est un contenant adéquat pour son contenu? Ben non. Utilisez des récipients en verre de qualité sans plomb. Utilisez des gourdes en acier inoxydable. Si vous prenez des gourdes en aluminium, vérifiez qu'elle a bien un film qui vous protège de l'aluminium. Voilà. Les polluants bactériens aussi, qui viennent se mettre dans les bouteilles. Dans une bouteille d'eau très pure, vous la laissez au soleil, elle devient verte. D'où elles viennent, les bactéries? On y trouve les hormones, évidemment. Hein? Et puis, combien ça coûte? Ben, ça coûte 300 fois plus cher que l'eau du robinet. Et environnementalement parlant, c'est une catastrophe. Le Figaro, qui est un organe qui est quand même plutôt proche des milieux financiers, s'inquiète même de la qualité des bouteilles en plastique. Il ne faut pas demander si ça perturbe les gens. Et ces pauvres Martin Wagner et Jörg Kolschmann qui ont prouvé que pas une seule bouteille plastique au monde n'échappe à la règle, elles sont toutes avec des perturbateurs endocriniens.
On vous dit même maintenant sans bisphénol A, mais on a remplacé par le bisphénol E. Ah merde, il est 50 fois plus toxique. Bref, le Sénat a demandé cette étude. Elle n'est publiée que sur le site du Sénat. Elle n'a pas été publiée dans aucun journal. La bouteille d'eau a un cycle de recyclage assez désuet, puisqu'il n'y a pas 10% qui est recyclé. Vous avez des pare-chocs, des pulls, des choses comme ça, d'autres objets, des tableaux de bord de voiture, c'est vrai, mais il n'y a pas 10% qui est recyclé. La majorité est ou dans la nature, ou dans la mer. En haut, à droite, c'est un oiseau qui a été photographié à Midway. Midway se trouve à mi-chemin entre Hawaï et le Japon. C'est-à-dire qu'il y a 2000 km partout autour de Midway sans aucun habitant. Et pourtant, là, il y a ce qu'on appelle un 6e ou 7e continent, je ne sais plus où on en est. Résultat, en fait, ce continent, c'est un continent de plastique constitué de particules de quelques microns à plusieurs centimètres, éloignées de 80 cm en moyenne l'une de l'autre, qu'on ne peut pas récolter, et qui s'est concentré dans le vortex de l'océan. Et bon, les oiseaux ingurgitent ces cochonneries, et ils en crèvent. Midway était une base américaine, abandonnée depuis 25 ans maintenant, et les photographes sont allés voir ce qui s'y passait. Ils ont vu que plein d'oiseaux avaient colonisé, mais ils en crèvent tous. Quand vous allez chez votre pharmacien, quand vous allez dans votre magasin préféré, écoutez, refusez le sac plastique. Donc on a le choix entre deux solutions qui ne sont bonnes ni l'une ni l'autre, quelque part. La seule solution, c'est traiter son eau chez soi. On peut le faire avec une carafe filtrante. Plusieurs d'entre vous, donc, je l'ai vu tout à l'heure, filtrent avec une carafe filtrante. Sachez qu'une carafe filtrante, une analyse américaine a montré que 2 marques sur 12 sont acceptables. Brita, pour ne pas la citer, double la quantité d'aluminium dans l'eau. Il y a même une marque qui se paye le luxe de faire 12 fois et demi la quantité d'aluminium départ. L'aluminium pour clarifier l'eau. Les adoucisseurs. Un adoucisseur ne filtre absolument rien. Au contraire, il va charger l'eau en sel, parce qu'il va faire une permutation d'ions pour notre confort seul. Et il va rendre l'eau complètement impropre à la consommation. Si vous avez un adoucisseur chez vous, au moins osmosez l'eau derrière, parce que ce sera le seul moyen de venir à bout de toutes les cochonneries induites par l'adoucisseur. Et puis il y a les osmoseurs. Alors les osmoseurs, on en trouve à tous les prix. Vous allez trouver des cartouches seules à partir de 80 €, mais vous allez changer la cartouche tous les 6 mois, et ça va vous coûter cher, et il va vous coûter, au bout de 3-4 ans, le même prix qu'un osmoseur de bonne qualité. Donc si vous achetez un osmoseur, c'est bien, vous allez filtrer l'eau. Le problème, derrière l'osmose, il n'y a plus rien. On a aussi maintenant vu apparaître les distillateurs. Je vais faire un petit mot sur la distillation de l'eau. La distillation de l'eau emploie 200 fois l'énergie nécessaire à faire de l'osmose. Donc on est au même prix que l'eau du robinet. L'eau en bouteille, pardon. Avec un défaut. La distillation va enlever tous les gaz dissous. Et enlever les gaz dissous, ça veut dire que s'il n'y en a pas dans l'eau qu'on boit, l'eau va prendre les gaz dissous du sang. Donc on va créer des problèmes d'embolie ou de perturbation du système circulatoire ou du cœur. Donc ça, c'est pas moi qui raconte, c'est les médecins. Donc l'eau distillée se boit avec un Corse et un Arménien. Il s'appelle Parsimoni et Bonessian. Quand on observe la nature, quand l'eau court, les animaux vont y boire. Quand l'eau stagne, ils y boivent par nécessité, quand il n'y a pas le choix. Le corail disparaît partout où l'homme vient, parce que les plongeurs se tartinent de produits antisolaires avec des nanoparticules qui rentrent dans les cellules des corails, donc le corail meurt à petit feu à cause de l'homme. Partout où l'homme n'a pas accès au corail, le corail se porte très bien. Voilà.
Quand la foudre tombe sur une étendue d'eau, l'eau est purifiée dans les 24 heures qui suivent. Ce sont des systèmes naturels. Il y a des dynamiseurs, par exemple, la fontaine Mélusine, qui emploie un courant électrique pour dynamiser l'eau, pour la rendre encore meilleure qu'après sa filtration. Le concept originel, c'est un concept de base. Et je vous rappelle que si vous comprenez ce qu'on fait et que vous trouvez un système analogue, et que ce n'est pas chez moi que vous achetez un système, je serais très content, j'aurais gagné. J'aurais gagné le fait de vous avoir fait comprendre qu'il y a un système qui fonctionne très très bien. Il a été copié de multiples fois. Je me fiche pas mal de ce que je vends. C'est important, c'est que vous compreniez ce que vous pouvez boire. Filtrer ultra finement, vous avez compris que dans le fond, il n'y a pas moyen d'aller plus loin que l'osmose inverse. Il y a la reminéralisation, indispensable, puisqu'il n'y a plus rien dans l'eau. On va la protéger contre la pollution électromagnétique. Une eau très pure n'a plus de structure. Donc, l'eau, vous vous rappelez, elle mémorise, elle enregistre. Donc, la pollution électromagnétique, elle ne vient pas que du Wi-Fi, pas que du téléphone mobile ou du circuit électrique de votre maison, il vient de l'environnement aussi. Tout ce que nous produisons, nous les humains, comme onde électromagnétique, l'eau le prend. Pensez simplement aux châteaux d'eau qui sont pourris d'antennes pour téléphone mobile. Regardez, c'est affolant. Et cette eau rentre chez vous, et vous la buvez. On va vitaliser l'eau avec un vortexeur. Il y a d'autres moyens pour vitaliser l'eau. Et on va structurer l'eau avec un cristal de roche. La filtration ultra fine, il n'y a pas 36 solutions. Pour avoir de l'eau pure, il faut passer par des systèmes de qualité. Donc tout ce qui est filtrassable, microfiltration, ultrafiltration, nanofiltration, ne viendra pas à bout des nanoparticules. Même les carafes Berkey, pour ne pas les citer, B-E-R-K-E-Y, qui seront les meilleurs systèmes que vous pourrez emporter avec vous, ça ne coûte pas très cher. Vous pouvez aller en Afrique, en Asie, partout, vous allez pouvoir filtrer votre eau, mais vous ne filtrerez pas des nanoparticules. Vous allez filtrer l'eau d'une manière efficace, et avoir de l'eau bien meilleure que celle en bouteille. Elle sera gratuite, et vous aurez acheté une fois pour toutes ce système que vous pouvez trimballer dans votre valise quand vous allez en voyage. Berkey, B-E-R-K-E-Y. Ça, je vous conseille vraiment, ça c'est une merveille. Vous voyez, je n'ai pas d'intérêt, mais c'est pour dire quand même, n'achetez pas autre chose. Ça, c'est un système qui fonctionne vraiment bien. Donc voilà, on n'a pas le choix en fait. La qualité de l'eau, elle vient de la qualité du filtre. Quand j'ai quelqu'un qui vient me dire « Ah, j'ai un aimant, je filtre mon eau », mais je demande à la dame « Avec votre aimant, montrez-moi la maille du filet, la maille du filtre, la finesse de votre filtration ». Là, la personne se réalise que non, évidemment, on dynamise. Alors dynamiser une eau qui n'a pas été filtrée, vous vous acharnez à dynamiser les polluants aussi. Donc, top, vous avez tout gagné. Bref, reminéralisation, elle est indispensable. Alors, on a parlé de René Quinton. Alors, ce serait vraiment chouette d'avoir une pompe doseuse, bien compliquée, très électronique, tout ça, bien polluante au niveau électromagnétique, pour redynamiser l'eau, reminéraliser l'eau, pardon. Oui, on pourrait. Mais l'Itotam a un gros avantage. Il est solide. Je suis désolé, ça ne devrait pas se faire. C'est un de nos collaborateurs qui nous appelle pour venir, voilà, désolé, il laissera un petit message. Alors, le Litotam a toutes les propriétés de l'eau de Quinton, en fait. Pourquoi? C'est un micro-organisme, c'est une micro-algue, pas micro-algue, une petite algue, elle a 3 cm. Elle meurt englobée de calcaire marin et de tous les composants de l'eau de mer. Rappelez-vous que vous avez la table de Mendeleïev dans l'eau de mer, vous avez tout. L'avantage, c'est que c'est une algue qui fait le boulot. Et les bactéries qui composent l'algue, puisque dans tout organisme, vous avez au moins autant de bactéries que de cellules. Donc, si vous voulez sucer un morceau de zinc, donc une gouttière par exemple, pour vous reminéraliser en zinc, je doute de l'effet. Si vous voulez sucer un caillou pour avoir du calcium, ça ne va pas marcher non plus. Par contre, si vous mangez du persil pour avoir du calcium, ben oui, ça va marcher. Si vous voulez manger une huître,
Si vous aimez ça, ben vous allez vous reminéraliser en zinc, effectivement. Donc l'homme est hétérotrophe. Les plantes, les micro-organismes sont autotrophes. C'est-à-dire qu'ils sont capables par eux-mêmes d'absorber du minéral, des oligo-éléments minéraux durs, et les rendre biodisponibles. Ils mettent un traceur, un transporteur dans cette molécule, et donc nous pouvons digérer et utiliser. Donc autant mettre dans l'eau quelque chose dont nous pouvons faire usage. L'eau minérale, on vous dit qu'il y a des composants minéraux dedans dont vous ne pouvez strictement rien faire. Rappelez-vous le mouvement de la source. L'eau est disponible. Une fois qu'elle a été stockée en bouteille, au bout de 2-3 jours, il n'y a plus rien d'utilisable. Le lithothame, on peut voir, je disais, c'est une table de Mendeleev, hein, vous voyez tout, vous avez tous les éléments possibles. Comme l'eau de Quinton. La pollution électromagnétique, on peut la régler en grande partie grâce à la shungite. Alors la shungite est décriée pour beaucoup, on l'a dit, radioactive, c'est bizarre. Elle est plus loin de Tchernobyl que nous de Tchernobyl. Chez nous, vous n'oubliez pas, la pollution de Tchernobyl s'est arrêtée à la frontière. Et puis, en Carélie, il n'y a jamais eu d'émissions polluantes, d'abord. Et en plus, quand on prend un compteur Geiger et que l'on met dans l'air, on a toujours la radioactivité naturelle, et quand on la prend de la shungite, ça baisse. Donc, si c'était radioactif, si les vaches volent, hein, ça se saurait, c'est la même chose. Voilà. Donc, la réputation de radioactivité de la shungite, c'est que ce n'est pas de la shungite, ce qu'on vous présente, et que ça n'avait pas de Carélie. La shungite se trouve en Carélie, qui est au nord-est de Saint-Pétersbourg. Pierre le Grand, Catherine II, buvaient de l'eau de shungite, qui a la propriété, au bout de quelques heures, de perdre ses bactéries, de perdre beaucoup de ses composants, que la shungite absorbe, AD, comme Daniel. Et l'absorption, c'est la particularité qu'a un carbone dans sa configuration physique, d'avoir comme des petites grottes qui se remplissent du produit. D'où la nécessité du nettoyage. La shungite est dans l'eau, donc elle se nettoie de manière tout à fait régulière, et comme il y a un flux permanent, elle n'absorbe pas de la même manière. On a constaté également qu'elle doublait la vie des rats de laboratoire, qui sont déjà bien malmenés, puisqu'ils ont tous ils ont tous mangé des OGM. Donc voilà le problème de ces pauvres rats de laboratoire, qui sont déjà bien condamnés au départ, mais on double leur espérance de vie en leur faisant boire de l'eau de shungite. C'est une expérience qui a été faite par une équipe franco-tunisienne il y a 2 ans, les références là. Et puis la modélisation de la molécule de fullerène, qui est le composé majeur de la shungite, c'est comme un ballon de football de 60 points. Vous voyez qu'il y a des hexagones et des pentagones. Voilà. C'est les fullerènes qui sont capables de compresser, de réduire l'amplitude des ondes électromagnétiques. Imaginez un couloir dans lequel il faut engouffrer des choses trop grandes. En sortie du couloir, tout a été réduit dans des dimensions qui sont biocompatibles. Ce n'est évidemment pas suffisant, mais c'est déjà une énorme amélioration. On va vitaliser avec un vortexeur. Un vortexeur, comme son nom l'indique, va créer le vortex. Le mot vortexeur a été inventé par Victor Schauberger. Donc il a reproduit, je vous invite à lire un bouquin qui s'appelle Le génie de Victor Schauberger. Vous allez en faire votre livre de chevet, c'est passionnant, ça se lit comme un roman. C'est édifiant d'ingéniosité. Je vous signale aussi qu'il avait fait des travaux sur l'énergie libre en 1930. Donc, un personnage, Victor Schauberger, le génie de Victor Schauberger. Le génie de Victor Schauberger. S-C-H-A-U-B-E-R-G-E-R. Pour faire court, si vous associez 4 au moins de ces procédés, 5 si vous le pouvez, c'est-à-dire purifier et stocker, si vous le devez, l'eau bien purifiée avec un osmoseur, si vous reminéralisez cette eau, parce que de l'eau osmosée, elle va nous déminéraliser si on la boit de manière constante. Si vous la protégez des ondes électromagnétiques,
Si vous la dynamisez dans le flux par des ailettes fixes qui permettent de prendre un mouvement tourbillonnaire à la sortie, et que vous générez de l'énergie grâce à ça, et que vous avez un cristal de roche qui est en fait de la silice, c'est le lit de la rivière, c'est les parois de la source, c'est la mémoire de la terre, vous retrouvez des propriétés qui sont très très proches. On appelle ça pour la législation des eaux modifiées. Je suis désolé, c'est le terme légaux. Et quand on a une eau modifiée, on est obligé de mettre sur les bouteilles qu'on produit avec ça ce qu'on fait. Ce n'est plus une eau qui est dans les normes, on est au-delà des normes. Voilà. Donc les normes sont malheureusement ce qu'elles sont. Elles ont l'avantage d'être là. Je pense qu'il y a 30 contrôles de l'eau du robinet, selon ces normes. Est-ce qu'elles sont suffisantes? Ça, ce n'est pas la question que je peux poser. Je ne suis pas maire d'une commune responsable de l'eau que je distribue. Je ne suis pas responsable, voilà, malheureusement, mais je peux être responsable de l'eau que je bois. Donc je peux traiter l'eau que je vais boire chez moi. Le schéma technique, que vous le rencontrerez dans d'autres marques, il y a un filtre à sédiment, un filtre à charbon. Le filtre à charbon est crucial. Sans le filtre à charbon, la membrane qui est un polyamide, elle ne peut pas en sortir. Le chlore va détruire le polyamide, donc détruire la qualité de la membrane et de la filtration. Donc l'entretien d'un osmoseur est indispensable. Sinon, c'est un nid de bactéries. Le filtre à charbon doit être changé tous les ans. C'est comme ça. Si vous ne le faites pas, vous allez vous retrouver dans des ennuis. La filtration membranaire se fait à 1/10 millième de micron. Donc vous imaginez un instant que c'est 1/10 de nanoparticule. Donc la taille, c'est 1/10 millième de micron, c'est 1/10 millième de millimètre. Donc 1/10 millième de millionième de mètre. C'est ahurissant, c'est la taille de la molécule de l'eau. Donc s'il n'y a pas de pression, il n'y a pas de filtration. La membrane est hydrophobe. Vous déroulez une membrane, elle fait 80 cm sur 30 à peu près. Vous mettez de l'eau dessus, c'est l'eau sur le dos du canard, ça passe pas. Si vous avez au moins la pression du robinet, en général vous avez entre 2 et 4 bars au robinet, l'eau va passer. Vous imaginez aussi que si je ne rince pas la membrane, en quelques heures, elle va être bouchée. Donc si je rince de la membrane, je vais perdre de l'eau. Moins j'ai de pression, plus je vais perdre d'eau. Donc vous avez avantage à avoir un peu plus de pression. En général, on a 3 bars et demi, donc on perd 2,5 litres en moyenne par litre que l'on boit. Qu'est-ce que c'est scandaleux, on gaspille de l'eau. Oui, mais c'est 3 fois moins que la bouteille en plastique. Bon, bref. C'est beaucoup moins que le distillateur, 200 fois moins. Donc, en énergie, hein. C'est incompréhensible de s'opposer à ça, de s'arrêter à ça. En plus, si vous avez un jardin, vous pouvez arroser. L'eau qui a été rejetée, elle est passée dans un filtre à charbon et dans un filtre à sédiment, donc il n'y a plus de chlore, il n'y a plus de bactéries, il n'y a plus de métaux lourds. Mais vous pouvez arroser vos poireaux, vos carottes, pas de problème. Ça se récupère. Si vous avez des toilettes tout près de la cuisine, vous pouvez fermer la chasse d'eau et l'alimenter avec cette eau de rejet. Donc il y a toujours des solutions. Nous avons un restaurant à Lyon qui a mis une réserve d'1 mètre cube plus haut que la réserve d'eau des toilettes. Toute l'eau des osmoseurs va dans cette réserve. Et les toilettes sont alimentées par une eau bien plus propre, pas bien compliquée. Donc on va avoir un stockage dans la bouteille. Alors Richard Haas est opposé au stockage. Et le stockage peut induire, quand on n'est pas soigneux avec son osmoseur, la création d'un biofilm dans la bonbonne. Un biofilm, c'est ce que vous observez dans l'écuelle du chat quand vous laissez traîner l'eau. Vous avez un machin gras comme du produit de vaisselle et qui n'est pas très ragoûtant. Rassurez-vous, ce ne sont pas des bactéries pathogènes, mais ce n'est pas ça qu'on veut. Donc il suffit de vider régulièrement complètement sa réserve, c'est-à-dire au moins une fois par mois, et vous n'aurez jamais de création de biofilm. Jamais. Donc, si vous désinfectez en plus le système complet et la bonbonne chaque année, vous n'aurez aucun système. J'ai bien dit que je suis responsable de l'eau que je bois, donc je vais être responsable du système que j'emploie pour purifier l'eau que je vais boire.
Je suis responsable de l'entretien de ce que je fais pour boire de l'eau de qualité. Quand je vais ouvrir le robinet, ben, l'eau qui est dans la réserve va passer dans un filtre à charbon actif qui est là pour, s'il y a un problème avec la membrane, qui n'aurait pas été bien entretenue, ben, au moins il y a encore une filtration. Et puis elle va être reminéralisée dans une cartouche dans laquelle il y a du lithotame. Je vous signale qu'on consomme, pour un système, pour une famille de 4 personnes, on consomme 1 cuillère à soupe de lithotame. Le lithotame met 30 ans à se produire, c'est une catastrophe. Les gisements français sont interdits d'utilisation parce qu'on a abusé, etc., etc. Pourquoi employez-vous du lithotame? Eh bien parce que le lithotame, il suffit d'être écologique, de retirer le lithotame chaque année de la cartouche, de le rincer, et puis de le remettre et de rajouter le complément. Vous allez durer, avec 1 kg de lithotame, vous allez faire une vie. Donc, où est le problème? De nouveau, c'est respect, responsabilité. On termine par la dynamisation avec le vortexeur. Et le vortexeur, dans le vortexeur, il y a un cristal de roche qui va informer l'eau, la structurer, et donc dynamiser l'eau. Cette dynamisation, c'est une question que vous vous posez certainement, combien de temps reste-t-elle? On peut la mesurer avec un appareil MORA ou d'acupuncture électronique pendant au moins 2 jours et demi. Et les gens qui pratiquent le pendule nous disent que ça va jusqu'à 1 mois. Donc, de l'eau qui a bien bougé, elle reste vivante. Je suis désolé, il est interdit d'employer le mot eau vivante. Donc, c'est interdit, je ne peux pas employer ce mot. Mais vous avez compris ce que je pense. Donc, la présentation de notre fontaine, c'est dans un boîtier qui fait 40 par 30 par 14 de profondeur. Donc vous imaginez un tableau électrique à 2 rangées et vous le mettez sous l'évier avec une bonbonne de 5, 8 ou 10 litres. 20 litres pour les gens qui ont par exemple un centre de jeûne, il faut alimenter des gourdes en un seul coup. Voilà ici un robinet qui se trouve à la Croisée, le centre de formation Kousmine, pas loin de Valence. Il y a différents robinets, vous pouvez aussi ne pas percer l'évier et mettre un robinet à 3 voies, c'est-à-dire qu'il y a 2 mousseurs, il y a différents modèles. Oui, il y a 2 commandes, le mitigeur pour faire votre vaisselle avec l'eau ordinaire et un système latéral ou en dessous qui permet d'avoir l'eau filtrée. On a aussi une fontaine d'osmose mobile, il y en a une présente là-bas, on en a mis une dans le gîte où nous sommes avec toute notre équipe. Parce que comme ça, on trimballe de trop, on ne la trimballe pas, on la produit sur place. Elle a les mêmes propriétés. On a équipé des boulangeries dont le pain devient inégalable. On a équipé un restaurant qui s'appelle 42 degrés, vous le connaissez peut-être, rue Faubourg-Poissonnière, 109 rue Faubourg-Poissonnière. Je vous recommande vivement, c'est de la grande cuisine. C'est fabuleux, c'est extraordinaire. Moi qui ne mange pas trop cru, là, j'y arrive, c'est fabuleux. C'est magnifique. On a aussi un système qui permet de filtrer l'eau pour toute la maison. Mais vous pensez bien qu'on ne va pas le faire de la même manière. Si on filtre à 1/10 millième de micron pour l'eau qu'on boit, on peut filtrer de manière plus grossière pour la maison. Alors, on a 2 systèmes. On en a un qui permet, avec un aimant, jusqu'à une dureté de 28-30 degrés français. C'est-à-dire déjà une eau qui commence à être dure. Au-delà, un aimant ne fonctionne plus, c'est pas suffisant. Et après, on a un système qui s'appelle Efficalc et qui permet de traiter l'eau et empêcher le calcaire de se fixer. Donc, contrairement à un adoucisseur, on ne va pas retirer le calcaire. On va garder le calcaire. La dureté de l'eau va rester. Mais dureté ne veut pas dire qu'on a du calcaire incrustant. On peut avoir du calcaire non incrustant, comme de la craie. C'est ce qu'on appelle l'aragonite. Donc, il y a des tas de systèmes. Systèmes électroniques, des systèmes avec des petits fils autour du tuyau, etc. Qui marchent, certains, d'autres pas. Tout dépend de ce qu'il y a dans l'eau. Mais ce qu'on constate, c'est qu'avec Efficalc, on fait passer absolument tout. Maintenant, ce qu'on va faire, on va filtrer grossièrement à 10 microns. Donc, on va filtrer les sables, on va filtrer les cheveux, les grosses particules, les algues. Et avec le filtre à charbon et le KDF, on va filtrer tout ce qui est métaux lourds, tout ce qui est bactéries et le chlore. Donc vous allez prendre une douche sans chlore. On va protéger les appareils. Imaginez un instant que quand on ne boit que de l'eau du robinet, quand on ne consomme que de l'eau du robinet pour se doucher, quand on boit une certaine quantité de chlore par jour.
Mais ce qu'on prend lors de la douche, c'est à peu près 100 fois ce qu'on peut boire, en l'ingérant par la peau et en le respirant sous la douche. Donc protégez-vous du chlore. Filtrez au moins avec un filtre à charbon de qualité. Changez-le souvent si ce n'est que du charbon. Si vous avez du KDF, qui est un additif, qui est en fait du zinc et du cuivre. Donc ce sont des métaux lourds, mais on met du charbon derrière. Ça veut dire que le zinc et le cuivre vont pouvoir prendre quasiment tous les métaux lourds et les résidus eux-mêmes vont être arrêtés par le charbon actif qui se trouve juste derrière. La complémentarité des deux décuple l'autonomie. Donc on va jusqu'à 130 mètres cubes d'autonomie avec un jeu de cartouches. C'est un jeu de cartouches que vous pouvez changer vous-même. Le vortexeur, on les adapte également pour ce qui est l'arrosage, pour l'irrigation, pour les piscines. On a des piscines qui sont sans aucun produit, simplement en utilisant le principe de Victor Schauberger. Vous trouvez la grenouille dans votre piscine, si la grenouille y est, mais vous pouvez y aller. Dans la piscine au chlore, vous trouverez la grenouille? Ben non. Voilà, donc je ne vous conseille pas d'aller dans la piscine au chlore. On a également équipé des jardins potagers, notamment des producteurs d'AMAP. Et il y en a un notamment qui n'a que l'eau de la ville chlorée à disposition. Eh bien, en fait, avec le vortexeur, on s'aperçoit qu'on détruit l'activité du chlore. Il a pu constater 1 mois de précocité dans sa production, ce qui change quand même la donne. Il a à peu près augmenté de 25% le volume de ses fruits et légumes, rien qu'en dynamisant l'eau avec un vortexeur. On économise également jusqu'à 20% d'eau. Ça vaut la peine quand même, pour un investissement très faible sur la conduite principale. Bon, les prix, tout ça, c'est pas le moment. Ça coûte à peu près 1 500 € de vous équiper pour la maison. Pour boire, ça vous coûte à peu près 1 800 € pour vous équiper pour le traitement du calcaire. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Ce qu'il y a, c'est que je préférerais répondre à vos questions. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions à poser, ce serait peut-être plus efficace. Merci bien. Oui, vous avez parlé tout à l'heure des poches plastiques à la place des bouteilles. Des poches plastiques à la place des bouteilles plastiques. Alors, ça commence à se voir, j'en ai vu plusieurs fois. Mais quelle différence dans le plastique, justement? Justement, le plastique est sans perturbateur endocrinien. Donc, toutes les poches plastiques? Pas toutes, non. Et voilà. Ah, voilà, exactement. Et alors, il y a même un de nos clients qui a un magasin de prêt-à-manger à La Rochelle. Il a acheté des bouteilles en plastique de maïs. C'est-à-dire que quand on porte ces bouteilles à la température de 55-60 degrés, ce qu'on trouve au cœur d'un compost, vous compostez vos bouteilles. Tous ces emballages sont en plastique de maïs. Il n'y a pas de perturbateur endocrinien. Alors comment savoir les poches plastiques qu'on achète en fait, en magasin de sport? Vous devez vous renseigner. En général, les gens vont se vanter de la qualité de leur plastique et vont vous expliquer ce qu'il y a dedans. Ils n'ont pas le choix. Voilà. Ça s'appelle Rawcoco. R-A-W-C-O-C-O. Hein? D'accord. Voilà. Et deuxième question, les bouteilles verres, le relargage. Alors, pardon, les bouteilles de verre. Quelle peut être la... Alors, le problème des bouteilles, c'est évidemment quand il y a du plomb dans le verre. Il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de plomb dans le verre. Voilà. Bormioli Rocco fait des bonnes bouteilles sans plomb. Ça, ce sont des bouteilles, c'est des Costolata, ce sont des bouteilles qu'on achète en Italie. Je suis désolé, je ne connais pas le fabricant parce que j'achète un intermédiaire. Mais je sais qu'il n'y a pas de plomb dedans, même chose. Vous avez les bouteilles Ikea sont sans plomb aussi. Les bouteilles d'Ikea sont sans plomb. Vous avez également les gourdes Quetch. Vous avez les bouteilles, nous avons plusieurs systèmes, plusieurs solutions sur le stand de stockage et d'utilisation de l'eau. Je vous invite à venir voir, on a trouvé des choses fabuleuses, même des bouteilles qui donnent de l'énergie à l'eau en plus de celles qu'on y met. Bormioli Rocco. Bormioli-Rocco avec 2 C. Oui.
Excusez-moi, est-ce que vous connaissez les fontaines Eva ou Stéphanie? La fontaine Eva, alors, c'est une super brita non polluante. Elle va faire un véritable abattement dans la qualité de l'eau. Elle va vraiment retirer beaucoup de choses, mais vous allez trouver plein de minéraux non disponibles. Voilà, vous n'allez pas pouvoir venir à bout de tous les perturbateurs endocriniens. Vous n'allez pas pouvoir venir à bout de tout ça. Il faut préférer le charbon fruité comme la Berkey, par exemple. La fontaine Eva est déjà un bon procédé. Il y a un autre problème avec la fontaine Eva, c'est qu'elle stocke dans une cuve qu'il faut désinfecter. Et vous avez une production qui est quand même lente, parce que vous la faites par gravité. Voilà. Et c'est très encombrant, c'est très grand. C'est au-dessus de la... ça vous encombre l'espace visuel aussi. La fontaine Stéphanie, c'est pareil? Alors la fontaine Stéphanie, c'est un système qui emploie des plantes, et c'est une fontaine brésilienne. Voilà. Elle a d'autres problèmes. Elle a d'autres problèmes que j'ai pas pu élucider, mais bon, c'est déjà une solution abordable. Ça, c'est pas mal, mais elle est insuffisante aussi. C'est toujours la même chose. Le système Doulton, vous avez peut-être entendu parler, un système qui a été conçu au siècle dernier, en 1850, pour l'armée anglaise dans les colonies. Alors c'est très bien, mais on n'a pas les pollutions qu'on avait aujourd'hui. Donc on se retrouve dans des systèmes où comment fait-on, quoi? Voilà, on arrive au bout de certaines choses, mais pas de tout. La fontaine Alain Delot, alors c'est une fontaine qui a été reprise de celle que popularise Hervé Jansec. La reminéralisation, ben, je ne connais pas son procédé. Il y a une diminution du rejet d'eau, c'est-à-dire que juste il y a 2 bonbonnes. Donc on va stocker dans une bonbonne le rejet d'eau jusqu'à ce qu'il y ait une complétude. Comme on jette 2,5 pour 1, ben, au bout de 2 litres de production, on est arrêté. Donc là, on est limité. Donc, bon, sa fontaine fonctionne bien. Le défaut, elle emploie une pompe. Donc, elle induit une pollution électromagnétique de l'eau. Il n'y a pas de protection de la pollution électromagnétique de l'eau avec le rayonnement du moteur de la pompe. Ça, c'est pour moi le problème induit. Il y a un filtre à charbon, il y a une osmose. Donc, le filtre à charbon permet d'entretenir la machine que tous les 2-3 ans. Mais ce filtre doit être changé impérativement, bien sûr. Et bonjour, est-ce que vous connaissez le système Ploreur? Alors, le système Ploreur est parfaitement utilisable dans la nature. Par contre, dans les maisons, c'est moins efficace. C'est ce que j'ai constaté, c'est surtout ce que les gens m'ont demandé. Ils ont pris contact, non contents du résultat, mais je constate, moi, que dans des milieux naturels, le système fonctionne très bien. On peut dépolluer un lac ou un étang avec un système coffreur. Et la planche, est-ce qu'elle a été... Parce que moi, j'en ai... Les planches informées, de nouveau, les produits doivent être très purs, sinon vous informez les produits qu'il y a dedans. C'est toujours la même chose. Informer l'eau, d'accord. Informer de l'eau purifiée. Non. Non, je ne connais pas, voilà. S'il vous plaît, que pensez-vous des lampes UV pour améliorer la qualité bactériologique de l'eau? Alors, la lampe UV, c'est un bienfait et une catastrophe. C'est comme l'osmose, c'est un bienfait, on filtre tout, c'est une catastrophe, il n'y a plus rien. Voilà. La lampe UV, elle va tuer les bactéries. Si vous avez du chlore dans l'eau, je vous fais un dessin, je vous ai expliqué le triol. Voilà le problème. Donc il faut filtrer derrière. Ne pas se contenter de l'UV. Dans une piscine, c'est la même chose. Vous avez une filtration, si vous avez des UV, vous avez une filtration derrière, vous allez faire un travail complet. Si vous ne filtrez pas, c'est une catastrophe. C'est toujours la même chose. Et il faut dynamiser l'eau derrière. Derrière une lampe UV, indispensable de dynamiser, parce que là, vous vous retrouvez devant une eau qui est complètement déstructurée. S'il vous plaît. Pardon? Oui. Concernant les sachets à la place des bouteilles, est-ce que c'est du consommable ou est-ce qu'ils peuvent être réutilisés? Je n'ai aucune idée de cela. Je suis désolé, je n'ai pas plongé dans le procédé, mais le procédé semble attrayant, mais il faut voir maintenant comment il est pratiqué, de quelle manière éthique il est pratiqué. Les ensacheurs d'eau, comment ça se développer? J'imagine qu'on va vite s'intéresser aux composants de la bouteille, de l'emballage. Et est-ce que les bouteilles qui sont indiquées peuvent être en verre, peuvent être de quelle manière entretenues, du lavage? C'est-à-dire les bouteilles en verre? Oui. Mais si vous avez votre bouteille en verre, vous allez pouvoir vous en occuper personnellement et la rincer sans difficulté. C'est pas un problème. Rincez-la bien avec du vinaigre ou bien un produit propre sans produit toxique. N'oubliez pas qu'un détergent est un inducteur de produits toxiques. Et il y a une rémanence, même dans les très bons produits éco-verts, il vous reste 1,5% de produits non désirés. Donc voilà. Merci. Je vous en prie.
J'habite Saint-Martin et nous consommons de l'eau de mer qui est dessalée. Oui. Que pensez-vous? L'eau de mer dessalée, c'est la même chose, c'est à peu près les mêmes principes que l'osmose inverse, mais il faut trouver le moyen maintenant de redynamiser et de voir la qualité de l'eau et de l'analyser. À Saint-Martin, avec ces petits problèmes rencontrés récemment, c'est très compliqué parce qu'il n'y a plus d'eau pour le moment. Il y a vraiment un gros problème d'approvisionnement. Donc moi, je dirais, là, s'il y a moyen d'acheter une borquille, c'est total. On est certain d'arriver au bout des choses. Vous n'aurez pas une pollution qui est des pollutions qu'on trouve sur le territoire ici. Je vous signale aussi que la Guadeloupe, la Martinique, les îles qui produisent des bananes sont avec un problème catastrophique. Il y a la chlordécone. Le mot est bien dit, là, le mot est complet, je trouve. La chlordécone, c'est une catastrophe. Et ce produit est hyper toxique. Le seul système capable d'en venir à bout, c'est l'osmose inverse, une fois de plus. Tout ce qu'on vous raconte avec les filtres à charbon, c'est non, ça ne marche pas. Donc, tas de marques disent, oui, on filtre la chlordécone, ils n'ont pas produit les analyses. Une membrane, vous avez les analyses, ça fonctionne. 99,8% de ce qu'il y a dans l'eau disparaît avec une membrane. Oui. Par rapport au radon. Alors le radon... Dans la fontaine originelle. Eh bien, comme il y a un filtre à charbon, c'est déjà fichu. Le radon, il ne peut pas y aller. C'est fichu pour lui. Et surtout, l'osmose inverse en vient complètement tabou parce que les particules radioactives sont trop grosses pour passer dans la maille, carrément. Donc le radon, c'est une question d'avoir un filtre à charbon. Si vous avez un filtre à charbon simple, sachez qu'il a une autonomie d'une quinzaine de mètres cubes. Ça va, à l'entrée de votre maison? C'est pas beaucoup, donc vous avez avantage à regarder votre compteur. Si vous avez un filtre à charbon sous évier, que vous consacrez ce filtre à charbon rien qu'à boire, vous n'arriverez pas au bout des 15 mètres cubes, donc vous le changez au moins annuellement pour ne pas avoir une culture bactérienne dedans. Voilà, c'est tout. Le filtre à charbon. L'installation de quoi? De notre système, elle est comprise dans le prix. C'est quelqu'un, voilà. Si on a des bricoleurs aussi qui peuvent installer eux-mêmes. Voilà. Oui, oui. Et venez voir au stand, c'est pour des questions de technique. Ici, je suis là pour parler de la qualité de l'eau et la manière de le faire. Voilà. Je vous en prie. Je voulais vous demander, bon, chacun de nous, on a écouté tout ça, c'est bon. Chacun peut prendre ça, acheter ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire au reste de la population? Et à votre niveau, qu'est-ce que vous pouvez, est-ce que vous avez essayé de donner des solutions? C'est ça, je pense au risque. J'essaie de vous donner des solutions à titre individuel, parce que malheureusement, les pouvoirs publics n'ont pas pris en compte la finesse de la qualité. Ils donnent une eau qui a une certaine norme, et ces normes se révèlent souvent insuffisantes. Voilà. Maintenant, si on veut se prendre en charge, il faut prendre un système. Donc si vous n'avez pas de budget, allez vraiment sur un système qui va vous filtrer. Voilà. Et conseillez au moins, par exemple, en Inde, il y a des systèmes qui ont été copiés, qui sont de bonne qualité, qui ont 3 bougies. Je ne sais pas si ça vous parle, les bougies de céramique. Et ces bougies de céramique, ça coûte ici, vendu ici, le système indien coûte 80 €, là-bas il coûte 20 €. Donc c'est pas hyper onéreux, c'est accessible pour eux, et ils emploient ce système chez eux, ils potabilisent l'eau chez eux grâce à ça. Donc on peut tous, dans tous les pays du monde, on peut y arriver. Il y a des systèmes basés sur l'évaporation aussi. Donc là on rentre dans les problèmes de l'eau distillée, rappelez-vous. Donc il faut au moins avoir du sel. Quand vous avez du sel, vous avez des éléments marins dedans. Vous pouvez mettre une poignée de sel dans l'eau. Quand je me suis retrouvé aux Philippines, je n'avais pas d'autre choix que d'avoir de l'eau distillée en bouteille de 5 litres, vendue par Coca-Cola, Danone ou Nestlé, aux Philippines. Hein. Voilà. Donc vous avez un choix large. Donc résultat des courses, dans une bouteille en plastique polluée, dégueulasse, pardon, donc c'était pas extraordinaire, eh bien j'avais avec moi au moins, comment on appelle ça, du chlorure de magnésium, j'avais du Nigari. Le Nigari a un panel d'oligo-éléments quasiment aussi large que l'eau de Quinton ou que le Litotan peut l'offrir, donc vous rendez l'eau déjà biocompatible. Et il suffit de bercer la bouteille. Alors ça on a l'air rigolo et ridicule quand on berce sa bouteille en faisant des hémiscates, hein, comme si on faisait des 8. Mais je vous garantis, l'eau n'a pas le même goût derrière. Bersez-la pendant 2 ou 3 minutes, votre bouteille d'eau, elle n'aura pas le même goût. Et vous n'allez pas la boire de la même manière. Il suffit de la bercer. Donc de mettre la bouteille à l'horizontale et vous lui faites faire des 8. Comme ça. Pendant à peu près 2 minutes. C'est tout à fait idiot et très efficace. Voilà. D'autres questions? Bonjour. Connaissant les vertus de l'eau bicarbonatée,
et le problème de l'acidité dans les maladies. Pourquoi dites-vous que l'eau, il faut que l'eau soit pauvre en bicarbonate et légèrement acide? Eh ben, c'est toujours la même histoire, c'est l'abus. L'abus nuisant tout. Donc ce sont des choses qui doivent se faire sous surveillance médicale de quelqu'un de vraiment très conscient, et ça ne se fait pas dans n'importe quelle circonstance. C'est pour ça que les eaux alcalines, on parlait de l'eau Kangen, les eaux alcalines c'est la même chose. Est-ce que vous avez remarqué quel effet fait un citron quand vous absorbez un citron? Votre organisme va directement trouver le moyen d'aller s'alcaliniser tout seul. Ça se fait tout seul. La nature fait très bien les choses. Le sang est à, si je me souviens bien, 7,34 de pH. Donc il est légèrement alcalin, mais pas plus, pas moins. Dès qu'on sort de cette norme, on se retrouve dans un système où le corps n'arrive pas à s'équilibrer. Donc c'est là qu'un naturopathe peut très bien, par la nourriture, aider à retrouver un équilibre plus efficace. La bioélectronique de Vincent permet également d'analyser le pH et la conductivité et le RH2, le potentiel redox du sang, de la salive, des urines, des larmes, et on peut voir directement sur quel terrain on se retrouve. Donc là, adressez-vous à des spécialistes. Beaucoup de médecins pratiquent la bioélectronique. Et je pense que quand on a des problèmes à régler avec ça, l'eau bicarbonatée, oui, de nouveau, sans abuser, avec des circonstances bien précises. L'eau distillée, c'est la même chose. Pourquoi ne pas boire de l'eau distillée de temps en temps pour se purifier et se nettoyer? Mais n'oubliez jamais que se purifier des métaux lourds, d'un seul coup, vous vous empoisonnez. Donc il faut le faire de manière très lente. De nouveau, un travail à faire avec quelqu'un qui va vous suivre de manière responsable. Si vous avez d'autres questions, oui? Oui, est-ce que vous connaissez l'appareil Akélide de Jade Recherche? Non. C'est un dynamiseur avec un vortex. Non, c'est un vortex? Oui, oui, si c'est un vortexeur, donc c'est déjà très bon. Je vous signale qu'il y en a plein sur le marché, il y en a des très bons. Le problème des vortexeurs, c'est que si l'employé a un vortexeur sans filtrer son eau, on va pouvoir casser certaines molécules, on va pouvoir traiter certaines choses, mais n'oubliez pas qu'il y a un seul passage dedans. Dans le cas d'une piscine, vous avez un passage en continu. Dans une rivière, vous avez un courant permanent. Dans les avant-guerres, une rivière se dépolluait sur une vingtaine de kilomètres. Complètement. Pourquoi? Parce que vous avez des tourbillons partout, dans tous les sens. Dans chaque courbe, vous avez des tourbillons. Vous avez remarqué que dans une rivière, jamais l'eau ne coule droit. C'est l'homme qui fait couler l'eau droit, qui fait tuer tout. Quand vous avez un terrain qui a été complètement labouré, qui est une catastrophe, le labour, c'est un autre sujet, mais quand vous avez un terrain complètement labouré, vous avez une grosse pluie, est-ce que les écoulements d'eau sont en ligne droite? Jamais. Ils sont toujours en méandre. Que fait la Seine? Des méandres. Que fait une rivière? Des méandres. Quand vous regardez le cours du Rhin, il a été canalisé alors qu'il a changé de cours les 2000 dernières années. On connaît très bien les anciens cours du Rhin, et tout ça a été changé par des canaux tout droits. C'est une catastrophe. En Suisse, on est en train de détruire toutes les rivières qui ont été canalisées droites. Ils devraient remettre avec des méandres et des obstacles, parce qu'on s'est rendu compte que tout crevait autour. Pourquoi? Parce que ça ne se dépollue pas. Donc, dans un système où vous avez de l'eau qui ne passe qu'une seule fois dans le vortexeur, si vous ne la filtrez pas, vous dynamisez également les polluants. Si vous avez un système qui passe en continu ou un milieu continu comme une rivière, l'eau se dépollue. Aujourd'hui, on atteint des taux de pollution tels qu'on ne peut plus dépolluer une rivière. De la même manière, je ne voudrais pas boire l'eau du Rhône, encore moins celle de la Seine, même si les poissons ont quand même pu de nouveau se reproduire tout en étant bisexués. Bref, voilà. Et ce vortex qui est placé à l'entrée de l'arrivée d'eau, oui, jusqu'où le mouvement va, et que chaque fois qu'on utilise cette eau, est-ce que cette eau est vortexée dans la douche, dans la cuisine? L'eau va être vortexée absolument partout. Alors, je peux vous donner une petite indication. Quand vous dynamisez de l'eau, vous la stockez dans une bouteille, vous avez bien entendu qu'au bout de 2 jours et demi, 3 jours, la dynamisation disparaît. Il vous suffit de retirer un tout petit peu de l'eau du dessus, remettre un tout petit peu de l'eau vortexée d'une nouvelle quantité, l'information passe immédiatement. Avec un appareil d'acupuncture électronique, ça répond à votre question, hein, je pense. Avec un appareil d'acupuncture électronique, au moment où vous touchez avec vos lèvres, comme vous touchez, on vous donne l'eau, hein, avec un gobelet, parce que vous touchez avec le mètre-cœur sur
le majeur de la main gauche et vous avez la masse de l'appareil dans la main droite. Donc vous ne pouvez pas porter le gobelet à la bouche. Au moment où la lèvre touche, l'aiguille change. C'est instantané. L'énergie de l'eau se communique dans tout l'organisme de manière instantanée. C'est magique. Vous n'avez pas du tout cet effet. L'aiguille va à l'envers avec l'eau du robinet. Voilà. Oui, s'il vous plaît. Alors, Kangen, donc là, je vous demanderai plutôt de prendre référence à deux choses. Vous allez sur le site Autarcie, E-A-U-T-R-P-A-R-C-I-E. C'est Autarcie comme l'eau. Vous avez bien compris ce que ça veut dire. C'est un site qui a été créé par Joseph Orzag. Alors, son nom est impossible, c'est comme le mien, E-A-U-T-A-R-C-I-E. Voilà, c'est un site créé par Joseph Orzag. Joseph Orzag a une maison qui est insalubre depuis 30 ans puisqu'il a été débranché du réseau. Il est complètement en autonomie. C'est un vieux monsieur de 84-85 ans, absolument fabuleux. Je suis viré. Oui, d'accord. Voilà. Je vais laisser place au suivant. Donc, Joseph Orzag, regardez Hydrotarcie, vous allez avoir des explications sur l'eau Kangen, l'eau alcaline. Vous allez également voir les travaux de Richard Haas. Et si vous tapez Richard Haas, eau alcaline, vous allez avoir des réponses beaucoup plus précises que ce que je peux vous dire. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Je ne sais pas compter.